Donc le premier exemple, c'est ce fichier Gherkin ici. Donc l'idée, c'est un exemple totalement arbitraire, mais c'est je veux commander des burritos en ligne et je veux les commander pour venir les chercher. Donc la première étape, ça peut être je suis sur la page Order Collection, je vais cliquer sur le lien Order Burrito, je vais ensuite cliquer sur ajouter un extra, je vais sélectionner guacamole dans la liste, etc., etc. Et ensuite, le résultat attendu, c'est que je puisse voir 10 € dans l'élément CSS Total Price. Ensuite, une fois qu'on a notre fichier scénario, notre fichier Gherkin, on va pouvoir faire implémenter un fichier contexte qui en fait va dire toutes ces étapes, ça correspond à quelque chose. Par défaut, on va dire, il y a une extension qui s'appelle Mink, donc Mink Extension, qui nous permet de manipuler, en fait, Mink est un outil qui permet d'automatiser des navigateurs web. Donc là, l'idée, pour avoir le code qui est derrière notre scénario précédent, on a juste à étendre la classe Mink Context, et on a tous les outils qui nous permettent de manipuler un navigateur web. Avec juste un fichier de configuration YAML, on va dire nos fichiers de contexte sont les order context, on va utiliser Mink et tout va bien se passer. Et là, on peut lancer nos tests d'automatisation de navigateur. En fait, c'est au début comme ça qu'on a beaucoup connu Biat, mais il y a un gros problème. Le premier ici, c'est que en fait, quand on voit ce fichier Gherkin, il définit pas uniquement le business qu'on veut réussir à faire, il définit aussi tout un tas d'implémentation, de détails d'implémentation. C'est-à-dire qu'on va utiliser un langage technique, donc typiquement, on va dire je suis sur telle page, donc à telle adresse, je vais voir tel élément dans tel contenu dans tel élément avec un sélecteur CSS, etc. En fait, ça veut dire que notre scénario, qui est censé être un scénario générique, il va être utilisé que dans le contexte d'un navigateur web. Ce qui est un gros problème. Et le second problème, c'est ce détail d'implémentation, c'est-à-dire que dès qu'on va changer, par exemple, notre interface utilisateur, on va être obligé de changer notre scénario dans notre fichier Gherkin, qui en fait ne devrait pas être le cas. Le scénario de test devrait être toujours le même. Donc l'idée derrière, c'est uniquement d'écrire ce que l'on veut que l'application fasse, sans s'attacher à des détails d'implémentation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas du tout considérer qu'on est dans un contexte web. On peut dire que, par exemple, dans ce magasin de burrito, on va avoir exactement, ou plus ou moins, le même scénario, le même business que si on était dans un magasin, un vrai magasin ou en ligne. C'est à peu près la même façon d'approcher le business, normalement. Donc ce qu'on peut faire, et je vous recommande d'aller lire un blog post qui s'appelle Modeling by Example, c'est en fait, dans notre fichier de feature, donc qui est notre fichier Gherkin, on va utiliser des exemples pour dire des exemples et des phrases claires qui sont en fait compréhensibles de n'importe qui, et en particulier du business. Et on va dire, voilà, je vais acheter un burrito pour emporter. Quand j'ajoute un extra guacamole, eh le prix total doit être de 10 €. C'est exactement le même scénario qui est défini, mais là, on n'utilise pas du tout de détails techniques. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste réimplémenter notre contexte en disant, bon, on a notre contexte qui est dans le Mink contexte, donc on peut toujours utiliser ces automations, l'automatisation de navigateur web, et on va dire, voilà, je commande un burrito, ça veut dire je vais sur la page /order/collection. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est dans notre code qu'on va mettre ces détails d'implémentation. Et on peut faire pareil pour j'ajoute un plus de guacamole, ça veut dire qu'on va cliquer sur ce bouton, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, notre fichier scénario, donc là on peut continuer avec le prix total, notre fichier scénario, il n'est plus du tout lié à notre interface utilisateur, il n'est plus du tout lié à la façon dont on va implémenter les choses. Et ce qui veut dire qu'en fait, derrière, on va pouvoir tester pas uniquement l'interface utilisateur avec les mêmes scénarios, mais on va pouvoir tester beaucoup plus de choses. Donc l'exemple concret, c'est, en fait, on peut très bien réimplémenter ces différentes étapes de notre scénario en utilisant juste nos objets. Et en fait, quand on a des objets métiers, on va dire tout simplement, je crée un objet order pour importer avec un nouveau burrito. Et pareil, on peut appeler directement les méthodes de nos objets. Et vérifier que tout se passe bien, puisque la méthode total price de
objet nous retourne bien la bonne valeur. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, en faisant ça, réutiliser exactement ce même fichier de feature, on va pouvoir le réutiliser à différents niveaux de notre application. Parce que toutes nos applications, elles ont en général notre couche métier, donc uniquement nos objets. On va avoir la couche interface utilisateur, on va avoir la couche persistance, on va avoir potentiellement tout un tas d'autres dépendances. Mais en utilisant ce même fichier Gherkin, on va tester ces différents niveaux. Donc là, c'est un exemple où en fait, on a deux scénarios. Donc j'en ai un où c'est toujours le même, c'est le premier où je veux récupérer du guacamole en plus dans mon burrito. Et deuxième, c'est juste pour dire que j'ai droit qu'un seul extra. Donc on va voir ces deux scénarios. Et ce qu'on peut dire, c'est taguer ces scénarios et faire en sorte qu'on va utiliser différentes suites, c'est comme ça que ça s'appelle dans BIAT, pour dire on va toujours utiliser ce même fichier Gherkin, mais on va utiliser des fichiers PHP de contexte différents. Donc dans cet exemple-là, en fait, on va dire que ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser de tester l'interface utilisateur que pour les chemins critiques ou quelques-uns. Donc là, on va dire, notre scénario qui permet d'ajouter du guacamole, c'est critique. On a besoin de tester l'intégralité de notre application. Donc pour ça, on va ajouter notre tag smoke. Alors, on peut utiliser les tags qu'on veut. Mais ensuite, on a ici une deuxième suite qui s'appelle la suite smoke, qui va dire, je vais utiliser le contexte de Ming, et tu ne vas interpréter que les scénarios qui ont le tag smoke. Ce qui nous permet de dire qu'avec ce même fichier Gherkin, on va tester à la fois l'interface utilisateur pour ajouter du guacamole, et on va aussi tester uniquement les objets pour ajouter du guacamole, mais on va tester que les objets pour je n'ai pas le droit d'ajouter plus qu'un extra. Donc ça nous permet de potentiellement considérablement améliorer les performances de nos tests et réduire la vitesse, enfin augmenter la vitesse, pardon, parce que on ne va pas avoir à charger un navigateur, à générer le HTML, tout ça. Donc l'idée qui est derrière, c'est uniquement tester le même comportement à différents niveaux de l'application. L'idée, c'est de dire, tout ce qu'on veut, c'est que l'application aille dans un sens donné, dans le même sens que... Donc toutes les parties de l'application, vont aller dans le même sens. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, que ce soit côté utilisateur, que ce soit côté objet, on va le faire en fonction du besoin du métier. Et donc du coup, on peut utiliser exactement le même scénario pour tester ces différents niveaux. Une petite question avant de continuer. Qui utilise Symfony 2 ? Oh, tout le monde. Pardon, presque. Avec Symfony 2, donc BIAT, il y a une extension qui s'appelle Symfony 2 Extension, qui nous permet, donc le principal avantage, c'est uniquement de dire, donc là on a vu dans l'exemple, on peut tester l'interface utilisateur, on peut tester uniquement les objets. Dans Symfony, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les services. Avec l'extension de Symfony, on peut directement en fait injecter des services dans nos fichiers de contexte. Donc typiquement, on va avoir ce fichier de configuration de BIAT, on va pouvoir dire, dans mon fichier, dans mon contexte, order context, s'il te plaît, BIAT, injecte le service app.orderFactory. Donc ça, c'est en général, s'il y a tout un tas de business, de logique qui ne peut pas être uniquement implémenté dans un objet, on va utiliser des factories ou d'autres services. Et ça nous fait que dans notre fichier contexte, on va directement avoir notre order factory. Donc pour chaque scénario, on va avoir une nouvelle instance, comme si on était dans notre application normale. Donc ce qui nous permet d'arriver à un niveau de test qui est en fait entre l'interface utilisateur et les objets. Donc on va pouvoir tester le comportement de l'application de manière un petit peu plus générale. Et donc forcément, si on reprend l'exemple de je vais commander un burrito à emporter, eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est appeler nos méthodes sur nos différents objets. Il y a donc, si on a ces tests-là, c'est déjà très très bien, on peut tester à différents niveaux. Mais le problème qu'on a donc, quand on ne teste pas uniquement les objets, c'est que notre application a toujours des dépendances. Et les dépendances, ça va être quoi? Ça va être la persistance, donc ça peut être la base de données, ça peut être un système de queuing, RabbitMQ, Redis, peu importe. Et ça va être les dépendances à des API externes. En général, on a des gros problèmes pour faire des tests et pour avoir des tests qui sont relativement rapides. C'est que tout le temps, stocker les objets dans la base de données, après il faut flusher la base de données. Tout ça, c'est un gros travail. Et en fait, ce qu'on fait,
c'est que quand on fait ça, on teste aussi notre librairie de... Donc par exemple, si on utilise Doctrine avec Symfony, on va tester que Doctrine enregistre bien ses objets. C'est peut-être bien de tester une fois pour dire, bah, je suis sûr que ma configuration Doctrine fonctionne, mais c'est peut-être pas très utile de tester ça tout le temps. Et ça va être la même chose pour les API externes. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir Internet pour utiliser l'API de Google Traduction pour lancer nos tests, il y a peut-être un problème. Sauf pour les tests d'intégration qui sont certains tests uniquement. Donc ce qu'on peut faire ici, ça va être, au lieu d'utiliser les dépendances de manière directe, on va totalement découpler. Et l'idée, c'est de découpler en créant des interfaces. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de toujours notre achat de Burrito, on va dire qu'on va avoir un order repository, donc quelque chose qui va s'occuper de stocker les commandes et potentiellement de les récupérer. Ce qu'on pourrait faire de manière générale, c'est dire, bah voilà, on a un service qui va avoir l'entity repository donc de Doctrine, on va récupérer l'entity manager, on va récupérer l'entity repository et puis on va faire notre travail. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais, dans ce cas-là, remplacer l'implémentation de Doctrine par autre chose, sans casser le code. On ne va pas pouvoir injecter autre chose. Donc si on crée notre propre interface, on va dire tout ce qu'on veut, nous, dans notre métier, c'est de dire, bah, je veux sauvegarder mon objet et je veux récupérer mon objet. On pourra très bien ajouter des fonctions qui sont vraiment spécifiques à notre domaine. Par exemple, on peut récupérer donc find for collection, par exemple, donc pour récupérer toutes les commandes qui sont pour emporter. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est relatif à ce que l'on veut de l'application. C'est pas utiliser quelque chose de générique tout le temps. Une fois qu'on a cette implémentation donc, de Doctrine qui est ici, c'est un exemple très très bête, hein. On a notre interface, on va dire, bah, voilà, je crée une classe qui implémente cette interface, dedans j'injecte l'entity manager et je fais le travail. Donc en termes nous d'application, ça ne change pas grand-chose. Si dans notre différentes classes, par exemple Order Factory, on injecte soit l'entity manager, soit le order repository, c'est pas dramatique. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir créer d'autres implémentations. Donc en Symfony, pour ce repository-là, pour cette implémentation de notre order repository, on va créer un service en général. Il y a de grandes chances. Donc on va juste dire, voilà, je crée un service app.orderFactory qui va prendre comme argument l'entity manager de Doctrine. Et ça, c'est génial, c'est parce que là, maintenant, on peut utiliser une autre implémentation de notre repository. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans la base de données tout le temps, on n'a pas besoin d'enregistrer et d'écrire dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est uniquement écrire en mémoire. Quand on lance des tests, on va avoir un processus PHP qui va être tout le temps allumé. Donc, on aura accès à une persistance qui est en mémoire. Et ça nous suffit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette autre implémentation qui en fait implémente aussi donc, notre order repository. Mais l'idée est toute bête, hein, c'est juste je mets mes objets dans un tableau. Ça nous suffit en fait en termes dans nos tests. Et donc, tout ce qu'on va faire, ça va être créer donc, dans notre configuration de test, c'est-à-dire c'est le fichier config_test en général, on va pouvoir dire donc j'hérite de la configuration dev qui hérite de la configuration de production, ce qui fait qu'on a notre service qui utilise Doctrine, mais en fait on peut le réécrire en disant voilà, pour les tests, on a uniquement besoin de notre in-memory order repository. C'est pas mal, mais le problème ici, c'est qu'on va on va tout le temps pendant les tests utiliser notre in-memory repository, ce qui est un peu bête, puisqu'on pourrait quand même, de la même idée que notre scénario critique avec l'interface utilisateur, ce serait intéressant qu'on ait sur nos scénarios critiques, qu'on puisse tester cet accès à la base de données, par exemple, qui va nous permettre de tester la configuration de Doctrine, etc. Donc l'idée, ça va être très, très simple. Je vais créer en fait un nouvel environnement en Symfony. Donc Symfony, créer un nouvel environnement, c'est juste créer un nouveau, en tout cas la standard édition, c'est juste créer un config underscore quelque chose, .yaml, et ce quelque chose, c'est le nom de votre environnement. Donc ici, on va créer un environnement smoke test. Et l'idée, c'est, lui va hériter de la configuration dev, mais du coup, comme on ne réécrit pas le service de repository, enfin le repository ici, on va toujours utiliser la couche Doctrine, donc la couche de persistance.
Et ce qu'on fait, c'est que là, on va donc utiliser l'extension l'extension Symfony de Beat et dire on va utiliser l'environnement Smoke Test uniquement pour les scénarios qui sont tagués avec Smoke. Donc ça nous permet d'avoir un contrôle vraiment précis de quelle partie je peux, on va dire, moquer dans le terme unitaire, et quelle partie, quel scénario je vais utiliser comme scénario de référence pour tester l'intégralité de ma stack de test. C'est super important, je dirais, de faire ça, parce que on va permettre de passer d'une suite de tests qui peut durer 1 heure à quelque chose qui va durer 2 minutes, grand maximum, juste en faisant ça. Et donc, bien sûr, uniquement c'est les scénarios qui ont le tag Smoke, et on va lancer notre BIAT en disant je vais utiliser le profil Smoke. Donc ça, c'est différents profils. La différence avec les suites, c'est juste que c'est un niveau plus grand sur lequel on peut configurer les extensions. Donc l'idée générale, c'est de découpler l'application de ses dépendances. La deuxième partie qui correspond au fait d'utiliser uniquement du langage métier dans nos fichiers Gherkin, c'est quelque chose qui va nous permettre énormément. Donc si je reviens au modeling by example, ça va nous permettre d'échanger beaucoup plus avec des personnes non techniques pour récupérer toutes les informations qui correspondent au métier. Parce qu'en général, on se retrouve à faire des applications qui ne vont pas forcément correspondre à ce qui a été attendu dès le début. En utilisant non pas des détails techniques qui pour nous peuvent nous paraître extrêmement simples, en fait vont faire en sorte que la communication qu'on va avoir avec les différentes personnes qui sont responsables de ce business-là vont aller dans un mauvais sens, ou bien ne vont pas nous dire que on a oublié tel cas, etc. Travailler avec des exemples, c'est encore mieux que juste écrire des règles, c'est de dire au moins on a une liste exhaustive de cas où ça doit marcher. Tout le reste, c'est quelque chose sur lequel on va discuter par la suite, mais on a déjà toute une liste d'exemples. Et ce que je vous ai montré sur le repository, ça marche tout à fait bien pour n'importe quelle API. Donc si on prend l'exemple de l'API de traduction, on peut très bien dire que dans certains cas, quand on fait des tests d'intégration, on va utiliser cette API, mais dans les autres cas, on ne va pas du tout l'utiliser. Et le dernier, en tout cas un autre avantage d'utiliser des interfaces, c'est que on n'est pas lié donc à l'implémentation, mais surtout on va pouvoir décorer nos différents services. Et les décorer, ça veut dire qu'on va juste, donc c'est le design pattern du décorateur, c'est uniquement dire on va mettre un service qui englobe ce service initial, et on va pouvoir tracer les différents appels, on va pouvoir faire en sorte qu'on soit sûr que telle méthode était appelée uniquement tant de fois, etc., etc. Et ça nous permet notamment dans les tests de dire je suis sûr que ma méthode save, par exemple, de notre repository a été appelée, parce que j'ai un décorateur qui trace les différents appels. Donc pour résumer, toujours décrire, en tout cas c'est je pense idéal, de décrire uniquement le vrai comportement de l'application au lieu de son implémentation. Là, c'est l'idée avec uniquement tester les différents niveaux de notre application, mais ce qu'on peut aussi faire, c'est de dire, on a nos différents scénarios, on va pouvoir faire en sorte qu'on va tester notre API. En général, pour les tests d'API, on voit des scénarios Gherkin où on a le fichier JSON d'entrée, quelques autres choses, et le fichier JSON de sortie, de comparaison. Ce qui n'a pas un intérêt énorme si on veut aller en dehors de ce contexte d'API. Donc si en fait on a cette façon claire de décrire notre business, on va utiliser d'autres fichiers contexte, mais forcément voilà, on est passé d'une application Twig à une stack, une API et à une application AngularJS ou autre. On va toujours utiliser ces mêmes règles de métier. Donc forcément, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est vraiment très très important, je pense, c'est ne pas se contenter de tester uniquement l'interface utilisateur ou pas que les objets. Les tests unitaires, c'est génial, mais il faut pouvoir tester les différents niveaux de notre application. Et vraiment en se précisant là-dessus, en filtrant quel niveau on va tester, on va pouvoir avoir des suites de tests qui nécessitent beaucoup moins de dépendance et qui sont beaucoup plus rapides. Et ces dépendances-là, en décorant, en vraiment découplant le code,
c'est la solution pour pouvoir vraiment avoir des tests. Il y a plein de cas où en fait on se retrouve avec des applications qui ne peuvent être testées que s'il y a une base de données, que s'il y a Redis, que s'il y a Internet et qu'on a un bon débit parce qu'il faut uploader un fichier. Ce qui en fait n'a pas vraiment de sens quand on est dans une logique de test-driven development notamment. Et donc c'est pas l'idéal. Voilà pour moi pour Biat. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, si on a le temps pour des questions? Oui. Allô? Ouais. De ton expérience, tu fais quoi comme pourcentage, on va dire, proportion de tests complètement haut niveau sur l'interface et tests uniquement sur la couche métier? Alors, c'est une question qui est un petit peu difficile pour deux raisons. C'est que la première, ça dépend. Et la deuxième, c'est ça dépend. C'est en fait, quand on travaille avec des nouvelles... Donc toutes les nouvelles applications que je vais faire, c'est toujours en test-driven development. C'est-à-dire que je vais toujours écrire des tests d'abord. Je vais les mettre en échec. C'est-à-dire que faire en sorte que le test ne passe pas. Et ensuite implémenter pour faire en sorte que le test passe. Ce qui veut dire que de manière générale, on est grosso modo à du 99% de tests. Par contre, pour les tests donc, sur uniquement la couche interface utilisateur, je dirais que c'est vraiment maximum. Donc dans notre fichier de feature, on a tout un tas de scénarios. Ça va être maximum un scénario par feature. C'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. De manière générale, cette couche interface utilisateur, on ne va pas les tester vraiment avec BIAT, faire vraiment du contrôle, enfin du test d'intégration avec BIAT au pixel près. Ça n'a à mon sens pas trop d'intérêt puisqu'on va avoir tout un tas d'autres outils qui nous permettent de le faire. J'espère que ça répond à ta question. Ouais. D'autres questions? Non. C'est bon? Bon. Top. Ben, merci beaucoup, Merci Samuel. beaucoup.